La nuit était tombée sur Pointe-Noire, la grande ville côtière du Congo. Les lumières des lampadaires s'allumaient une à une, dessinant des lignes brillantes le long des grandes avenues. Dans les quartiers, les petites ruelles s'animaient. On entendait le bruit des voitures, les rires des gens et la musique qui sortait des maquis, ces petits restaurants où l'on mange et où l'on danse. Une brise légère venait de l'océan Atlantique, apportant avec elle l'odeur du sel et de la mer. C'était une ville vivante, pleine de mouvements et de couleurs. Mais dans le quartier de Lumumba, un endroit où beaucoup de familles vivaient, une petite maison en parpaing était plongée dans un silence très lourd. Ce silence n'était pas le calme de la nuit. C'était un silence qui pesait sur le cœur, un silence qui venait de l'absence. Essonno était parti. Il avait disparu il y avait seulement un mois, et son absence était comme un grand vide que personne ne pouvait remplir. Essonno n'était pas un pêcheur, même si la mer était toute proche. Lui, il était un mécanicien automobile très connu. Tout le monde dans le quartier, et même au-delà, connaissait son nom. Ses mains étaient incroyablement habiles. Il pouvait réparer toutes sortes de voitures, les vieux taxis qui roulaient sans arrêt dans les rues de la ville, mais aussi les grosses voitures de luxe qui appartenaient aux gens riches. Quand une voiture avait un problème, on disait « Va voir Essonno, il trouvera la solution ». Sa petite entreprise, son garage, était un lieu important pour le quartier. C'était là que les gens venaient discuter, rire, et parfois même demander conseil à Essonno, car il était un homme bon et à l'écoute. Sa mort avait été très rapide. On avait dit qu'il avait eu une maladie foudroyante, une fièvre qui l'avait emporté en quelques jours seulement. Sa jeune femme, Tola, était restée seule. Elle était plongée dans un désespoir immense. Son cœur était brisé en 1000 morceaux par cette perte subite. Elle pleurait en silence, ne comprenant pas comment la vie pouvait être si cruelle. Essonno était son amour, son protecteur, son pilier. Sans lui, le monde de Zola s'était effondré. Mais dans la maison, il y avait une autre personne qui ne semblait pas si triste. C'était la belle-mère d'Essonno, Mawombo. Mawombo était une femme d'âge mûr, avec un visage souvent fermé et des yeux qui semblaient toujours calculer quelque chose. Dans le quartier, elle avait une réputation de femme exigeante et calculatrice. On disait qu'elle était dure, qu'elle ne laissait rien passer. Depuis que Zola avait épousé Essonno et qu'elle était venue vivre dans leur maison, Mawombo l'avait traitée avec une grande froideur. Elle ne lui parlait presque jamais gentiment. Elle lui donnait toujours les tâches les plus lourdes à faire dans la maison, laver de grandes piles de linge à la main, piler le manioc pendant des heures, nettoyer sans relâche. Elle la rabaissait sans arrêt, la faisant se sentir petite, inutile et mal aimée. Essonno, lui, avec sa gentillesse naturelle et son calme habituel, avait toujours fait en sorte d'apaiser les tensions. Il était comme un bouclier pour Zola, la protégeant des remarques blessantes et des humeurs difficiles de sa mère. Il essayait de faire en sorte que les deux femmes s'entendent, mais c'était une tâche difficile. Après la mort d'Essonno, le vrai visage de Mawombo s'est révélé. Il était terrible. Sans perdre de temps, elle a pris le contrôle total de la maison. Elle a agi comme si tout lui appartenait. Zola a été obligée de vivre dans une toute petite chambre sombre, presque un placard, où elle se sentait encore plus seule et abandonnée. Mawombo s'est aussi emparée de tout ce qu'Essonno avait laissé. Elle a pris toutes ses économies, l'argent qu'il avait gagné avec son garage, et même sa voiture, qu'elle a vendue rapidement. Zola n'avait plus rien. Elle était traitée comme une simple employée, une servante. Elle n'avait plus d'argent pour elle, elle mangeait mal et n'avait personne pour la consoler ou lui donner de l'affection. Sa vie était devenue un enfer. Les voisins voyaient tout ça. Ils chuchotaient entre eux dans les petites boutiques du quartier, près du marché. Ils voyaient la tristesse de Zola et la dureté de Mawombo. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Mais personne n'osait intervenir. Ils avaient peur de Mawombo. Elle était connue pour son très mauvais caractère, capable de dire des choses très blessantes ou de faire des menaces. On disait aussi qu'elle avait des amis un peu bizarres, des gens influents peut-être, ce qui rendait les villageois encore plus craintifs. Leur peur les empêchait d'aider Zola, de lui tendre la main. Zola était seule, abandonnée à la cruauté de sa belle-mère, et le quartier, malgré ses murmures, restait silencieux. Le souvenir d'Essonno s'estompait, remplacé par l'ombre de Mawombo.
Le temps passait, et chaque jour était un poids pour Zola. La solitude la rongeait, et le chagrin pour Essonneau s'ajoutait à la maltraitance de Mawombo. La nuit, quand la ville s'apaisait un peu, Zola pleurait en silence dans sa petite chambre. Les larmes coulaient sur ses joues, mouillant son oreiller. Elle se sentait oubliée de tous, sans espoir. Un soir, la lune brillait doucement à travers la petite fenêtre de sa chambre. Zola était allongée, les yeux ouverts, perdue dans sa peine. Tout à coup, une ombre pâle et légère est apparue. Elle a traversé la porte qui n'était pas bien fermée. C'était si rapide et silencieux que Zola a d'abord cru rêver. Mais l'ombre s'est arrêtée au milieu de la pièce. Une voix faible, comme un souffle, a murmuré « Zola, ne pleure pas ». Zola a levé la tête d'un coup. Ses yeux étaient rouges et gonflés de larmes. Elle a vu une forme qu'on distinguait à peine, une lumière comme un fantôme qui flottait dans le noir de la pièce. La peur l'a saisie. Son cœur a battu très fort. Mais en même temps, elle a ressenti une émotion forte, une grande tristesse mélangée à de la tendresse. C'était une reconnaissance déchirante. Elle connaissait cette présence. Essonneau, mon amour, est-ce vraiment toi? Le fantôme a doucement hoché la tête. Sa forme a semblé devenir un peu plus claire, comme s'il répondait à l'amour de Zola. Sa voix était comme un souffle très froid et lointain, qui venait d'un autre monde. Elle portait une souffrance profonde, une douleur qui n'avait pas trouvé la paix. Il a dit d'une voix grave, qui a résonné dans le petit espace, « Mon fantôme ne se reposera pas tant que je n'aurai pas exposé ma méchante belle-mère. » Ces mots ont secoué Zola. Malgré sa frayeur, elle a senti une toute petite étincelle d'espoir et de courage s'allumer dans son cœur brisé. Essonneau, son mari, même après sa mort, continuait de veiller sur elle. Il n'était pas parti pour de bon. Il était là, pour elle. Elle a demandé, la voix tremblante, presque inaudible, comme si elle avait peur de briser le silence. « Qu'est-ce qui s'est passé, Essonneau? Ta mort a été si rapide, si inexplicable. Je ne comprends pas comment tu es parti si vite. » Le fantôme d'Essonneau a laissé échapper un soupir spectral, comme un vent glacé qui passait dans la pièce, faisant frissonner Zola. Mawombo, elle m'a donné un liquide à boire. Elle disait que c'était un remède pour ma grande fatigue, pour me donner des forces, mais ça m'a brûlé à l'intérieur comme un grand feu qui dévorait tout. J'ai senti mes forces m'abandonner, mon souffle se couper petit à petit, et je n'arrivais plus à respirer. Elle a fait ça, Zola. Elle m'a empoisonné. Les paroles d'Essonneau ont glacé le sang de Zola. C'était comme si un seau d'eau froide venait de lui tomber dessus. Elle s'est souvenue du sourire étrange de Mawombo le jour où Essonneau était tombé malade. Elle s'est souvenue qu'elle avait insisté pour lui donner ses remèdes faits maison, des potions à base d'herbes qu'elle préparait elle-même. Elle s'est souvenue que Mawombo avait refusé d'appeler un vrai médecin pour Essonneau, disant que ses remèdes étaient meilleurs. Un doute terrible, qui n'était avant qu'une petite peur vague et lointaine, une simple intuition, est devenu une certitude horrible et douloureuse dans son esprit. Mawombo était coupable. Elle avait tué Essonneau. Que dois-je faire, Essonneau? A demandé Zola, sa voix à peine audible, les larmes coulant de nouveau, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de tristesse pure, mais des larmes de colère et d'horreur. Tu dois parler, Zola. Tu dois raconter la vérité que je t'ai révélée. Mawombo m'a pris ma vie et elle te fait du mal. Elle doit être démasquée, et la justice doit être rendue publiquement. Mon âme ne trouvera pas le repos tant que son crime ne sera pas connu de tous. Mais Zola avait très peur. Comment oser accuser Mawombo, une femme si redoutée dans le quartier, et qui avait peut-être des amis importants, des relations dans la police ou ailleurs? Elle était seule, sans argent, sans soutien. Le fantôme d'Essonneau a semblé deviner ses pensées. Sa forme a vacillé un instant, comme pour montrer sa propre peine. Je serai avec toi, Zola. Je te donnerai la force de parler. N'aie pas peur. Chaque nuit, je murmurerai la vérité à ceux qui veulent bien écouter. Ma plainte va hanter ce quartier, ses murs, ses rues, jusqu'à ce que la justice soit faite. Je ne te laisserai pas seule face à elle. Dès lors, les nuits dans le quartier de Lumumba à Pointe-Noire sont devenues étranges. Ce n'était plus le calme habituel de la nuit en ville. Les habitants ont commencé à se plaindre.
Ils disaient qu'ils entendaient des murmures tristes et des bruits bizarres autour de la maison des Sono. Au début, c'était juste des petites choses, une porte qui grinçait alors qu'il n'y avait pas de vent, une chaise qui bougeait toute seule, un objet qui tombait d'une étagère sans raison. Puis, c'est devenu plus fréquent, plus fort. Des lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules dans la maison des Sono, même quand personne n'était là. Des plaintes lointaines, comme des soupirs profonds, semblaient flotter dans l'air, surtout près de la maison de Mawombo. La rumeur du fantôme tourmenté des Sono s'est vite répandue dans tout le quartier. Les enfants avaient peur de passer près de la maison le soir. Les adultes chuchotaient entre eux, les yeux ronds, se demandant ce qui se passait. L'atmosphère est devenue lourde, pleine de mystère et d'appréhension. Certains disaient que c'était un mauvais esprit, d'autres pensaient que c'était l'âme des Sono qui n'avait pas trouvé le repos. Pendant ce temps, Zola, encouragée par la présence invisible de son mari, a commencé à agir. Elle se sentait moins seule, moins faible. Elle a choisi quelques voisins en qui elle avait vraiment confiance. Des femmes âgées, des amis des Sono, des personnes connues pour leur gentillesse et leur discrétion. Elle a commencé à leur parler doucement, à raconter son histoire. Elle a parlé des derniers jours des Sono, de la façon étrange dont il était tombé malade. Elle a raconté l'attitude suspecte de Mawombo, son empressement à donner des remèdes, son refus d'appeler le médecin. Et enfin, elle a murmuré les paroles terrifiantes qu'elle avait entendues de l'au-delà, la révélation des Sono sur le poison. Au début, beaucoup de voisins ne la croyaient pas. C'était une histoire incroyable. Un fantôme qui parle? Une belle-mère qui empoisonne son gendre? C'est impossible, disaient certains. Mais les événements étranges et inexpliqués qui se produisaient la nuit semaient le doute dans leurs esprits. Comment expliquer ces bruits, ces lumières, ces murmures? Petit à petit, la peur de Mawombo a commencé à diminuer, remplacée par la curiosité et l'inquiétude pour Zola. La vie quotidienne de Zola, sous la domination de Mawombo, continuait d'être un calvaire. Chaque matin, Mawombo la réveillait avant l'aube. « Lève-toi, paresseuse. Le travail ne va pas se faire tout seul. » Zola devait balayer la cour, aller chercher l'eau au puits public loin de la maison, laver les vêtements à la main sous le soleil brûlant. Mawombo lui donnait à peine de quoi manger, juste un peu de riz et de sauce, tandis qu'elle-même mangeait des plats plus riches. Zola était épuisée, son corps fatigué, son esprit tourmenté. Mais maintenant, elle avait un secret, un espoir. Elle savait qu'Esono était avec elle, et cela lui donnait une force nouvelle. Elle observait Mawombo. Elle voyait ses yeux briller quand elle comptait l'argent d'Esono. Elle voyait son sourire satisfait quand elle rabaissait Zola. Mawombo était une femme pleine de jalousie et d'envie. Elle avait toujours voulu ce qu'Esono avait, et elle n'aimait pas que son fils ait choisi Zola, une jeune femme simple et douce, plutôt qu'une femme riche ou influente. Cette jalousie l'avait rendue aveugle et cruelle. Les murmures du fantôme d'Esono sont devenus plus intenses. Ils ne se limitaient plus à la maison. Certains soirs, des passants juraient avoir entendu des plaintes près de l'ancien garage d'Esono. Des outils tombaient, des bruits de moteurs se faisaient entendre, puis s'arrêtaient brusquement. La police locale, habituée aux petits larcins et aux disputes de voisinage, était perplexe. Les agents venaient parfois enquêter sur les plaintes de « bruits étranges », mais ne trouvaient jamais rien. Cela ne faisait qu'augmenter le mystère et la peur dans le quartier. Zola continuait de parler, un peu plus chaque jour, à de nouvelles personnes. Elle choisissait bien ses interlocuteurs, cherchant ceux dont le regard montrait de la compassion. Elle racontait l'histoire avec courage, même si sa voix tremblait parfois. L'histoire du fantôme d'Esono, qui ne trouvait pas le repos à cause de la méchanceté de sa belle-mère, a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens se posaient des questions. La réputation de Mawombo, déjà pas très bonne, commençait à se détériorer encore plus. Les commerçants du marché la regardaient avec méfiance. Les enfants l'évitaient. Le vent de la vérité commençait à souffler sur Lumumba, emportant avec lui le silence de la peur. La scène était prête pour la prochaine étape de la quête d'Esono. La rumeur du fantôme d'Esono, qui hantait le quartier de Lumumba pour réclamer justice, avait atteint toutes les oreilles, même les plus fermées. Mais il fallait plus que des murmures pour faire face à Mawombo, une femme au caractère de fer et aux possibles appuis. Le fantôme d'Esono le savait.
Il avait besoin d'une voix forte, d'une personne respectée que personne n'oserait ignorer. Cette nuit-là, le fantôme d'Essonneau décida d'apparaître à Madame Odette. Madame Odette était une vieille dame très respectée dans le quartier. Elle vivait seule dans une petite maison propre, entourée de ses plantes médicinales. Elle était connue pour sa sagesse profonde, son grand calme et son sens aigu de la justice. Les gens venaient la voir pour des conseils, pour des remèdes, ou simplement pour parler. Elle avait des yeux vifs qui semblaient tout voir et tout comprendre. Madame Odette était assise sur sa petite chaise en bois, près de la fenêtre, profitant de la fraîcheur de la nuit. Elle méditait, comme elle le faisait souvent. C'est alors qu'une brise froide, malgré la chaleur habituelle de Pointe-Noire, a traversé sa pièce. Une lumière pâle, comme celle de la lune, a commencé à se former devant elle. La silhouette d'Essonneau est apparue, plus claire que jamais. Son visage était triste, mais son regard était direct, plein de détermination. Madame Odette, a murmuré le fantôme, sa voix à peine un souffle, mais d'une clarté parfaite. Je suis Essonneau. Mon âme ne trouve pas le repos. Ma belle-mère, ma Wombo, m'a empoisonné. Elle a voulu mes biens et elle maltraite Zola, ma femme, qui est innocente. Je suis venu vous demander de l'aide. Vous êtes la seule qui peut faire entendre ma vérité. Le fantôme a raconté à Madame Odette tous les détails. Il a parlé du liquide qu'il avait bu, de la brûlure qu'il avait ressentie, de la façon dont ses forces l'avaient quitté. Il a décrit la cupidité de ma Wombo, sa jalousie envers Zola, et comment elle avait planifié sa mort pour s'emparer de tout. Il a parlé de la souffrance de Zola, de sa solitude. Madame Odette a écouté sans bouger, son cœur serré par l'horreur et la compassion. Elle n'avait jamais douté de l'existence des esprits, mais une telle apparition était rare et puissante. Quand le fantôme a disparu, Madame Odette est restée longtemps assise, le regard perdu dans la nuit. Elle était profondément troublée. Elle avait entendu les rumeurs, les bruits étranges. Elle avait vu la tristesse de Zola et la dureté de Mawombo. Maintenant, elle avait la vérité. Elle savait qu'elle devait agir. Ce n'était pas seulement pour Essonneau ou Zola, c'était pour la justice du quartier, pour l'équilibre de la communauté. Elle ne pouvait pas se taire.